our next speaker. So just guess who our next speaker is. He is somebody that has been with us the last session of Kutano. He goes by the name Alan Shooter. And if you remember, he was very, very precise in what he was talking about. And I believe many people learned a lot. So he is a big name in the tech world. And about big name, I mean like he's creating impact in his world, just like every one of you. So he is a Google developer expert, a Microsoft MVP. If you know basketball, you know what MVP means. It's a big name. So I will let him continue his description and express himself more. Welcome, Alain. Merci beaucoup. Je vais commencer par partager mon écran, être sûr que vous voyez tous bien ma présentation. Et voilà. Et donc, mon sujet pour aujourd'hui, ça va être de discuter quel est l'avenir du web, qu'est-ce qui nous attend sur le web pour le futur. Et c'est un talk que je vais faire d'un point de vue développeur. Donc, quelles sont les technologies à suivre, je dirais, pour le futur et comment anticiper qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir dans le domaine du web d'un point de vue développeur logiciel. Donc, comme Yvan l'a dit, je m'appelle Alain Chotard, je suis Google Developer Expert en Angular et Google Maps, aussi Microsoft MVP en technologie du web. Et j'ai commencé à travailler côté front-end il y a très longtemps, autour de 2010-2011, au tout début d'AngularJS. Et donc, j'ai pris ce wagon dès le début à devenir un développeur Angular. Et puis, les choses ont évolué. J'ai créé ma propre compagnie et je suis devenu consultant. Et je fais typiquement du coaching, des interventions envers différentes entreprises un peu partout dans le monde pour les aider à apprendre Angular ou les technologies du web comme React et autres. Et j'ai aussi participé à des conférences sur tous les continents, sauf l'Antarctique, parce que c'est un peu compliqué d'aller en Antarctique pour faire du web. Mais sinon, voilà, c'est mon profil, c'est ce que je fais au quotidien. Typiquement, créer des contenus et partager la connaissance de toutes ces technologies web. Donc, le sujet qu'on a choisi aujourd'hui, et avant que je rentre dans mon sujet d'aujourd'hui, juste pour préciser, donc je suis impliqué dans un programme de certification Angular, mais aussi Vue et React et JavaScript. Et donc, ce week-end, il y a un week-end gratuit pendant lequel vous pouvez vous inscrire gratuitement et faire tout le training gratuitement. Donc, vous entraînez à passer l'examen de certification. Ça ne vous engage en rien. C'est juste un clic. Vous pouvez vous inscrire et ensuite, vous avez accès à tout ce programme d'entraînement pendant ce week-end, donc aujourd'hui et demain. Donc, juste quelque chose que je voulais mentionner avant de commencer et je remettrai ce slide à la fin si besoin. Donc, aujourd'hui, on va parler du futur du web. Et donc, avant de parler du futur, c'est toujours important de faire un peu d'historique de ce qui s'est passé avant et de comment on en est arrivé là où on en est aujourd'hui. Et donc, j'ai choisi quelques citations intéressantes de philosophes ou de personnes connues. Donc, la première, c'est ceux qui ne peuvent pas se souvenir du passé sont condamnés à le répéter. La deuxième citation, l'histoire se répète. D'abord en tant que tragédie, la seconde fois comme une farce. Et la troisième, c'est il n'y a que des patterns par-dessus d'autres patterns, des patterns qui influencent d'autres patterns. Si vous regardez de près, l'histoire ne fait rien d'autre que se répéter encore et encore. Et donc le thème, comme vous pouvez le voir, c'est que au final, quand on est développeur, c'est quelque chose qu'on réalise, surtout quand on commence à être un petit peu plus vieux comme moi et qu'on écrit du code depuis 15-20 ans, on se rend compte que les technologies évoluent, mais qu'au final, il y a un peu un aspect cyclique et que les choses
qui étaient en vogue il y a 20 ans et qui sont passés de mode, ont tendance à revenir sous une forme légèrement différente. Et on est un peu dans une, comme les citations le disent ici, finalement, on est toujours dans un système où les choses vont et viennent, mais ont tendance à se répéter. Et donc, pour le web, est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que ça marche de cette façon-là? Donc, en fait, si on regarde d'où vient le web et les technologies du web, dans les années 90, donc tout a commencé avec HTML, JavaScript et CSS. Et puis, disons, après 95, 96, 97, il y a des technologies comme PHP, JSP, ASP qui sont apparues. Et l'idée de ces technologies, c'était de générer des pages web côté serveur. Et donc, on allait taper une URL dans le navigateur allait envoyer une requête côté serveur, le serveur allait utiliser ces langages pour communiquer avec une base de données, créer une page HTML statique et la retourner vers le client qui allait ensuite l'afficher. Et donc, tout le travail de génération de la page était fait côté serveur. Donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle server-side rendering, donc rendu côté serveur. Et il y a encore une bonne partie du web qui fonctionne comme ça. Hein. Ces technologies, elles sont toujours disponibles, elles sont toujours utilisées, et il y a toujours beaucoup de sites web qui font ça. Mais ce qui s'est passé, c'est que vers la fin des années 90, début 2000, on a toutes ces nouvelles startups, Facebook, Twitter et tout ça qui sont apparus entre 2000 et 2010. Et leur problématique, c'était que le contenu affiché à l'utilisateur était très dynamique et devait changer fréquemment. Et donc, quand on était dans cette logique où tout est généré côté serveur, et le seul moyen d'obtenir du nouveau contenu, c'était de faire une nouvelle requête côté serveur, de reconstruire la page, retélécharger et tout afficher, eh bien, c'était un peu, ça aurait été trop lent ou pas simple du tout de faire rentrer un Facebook ou un Twitter dans ces cas d'utilisation-là. Et donc, le fait d'avoir le besoin d'un web qui est plus dynamique, où les sites web sont plus intelligents et savent se rafraîchir automatiquement ou obtenir les dernières données pour afficher des notifications, des nouveaux messages, des nouveaux posts, des nouveaux likes et tout ce genre de choses, eh bien, ça a un peu poussé le besoin vers ce qu'on appelait Ajax, et des librairies comme jQuery qui ont permis d'avoir cette nouvelle architecture où on allait avoir toujours notre HTML généré côté serveur, mais une fois qu'il était téléchargé côté client, on pouvait avoir JavaScript qui allait prendre le dessus et ensuite faire des requêtes à un serveur pour obtenir des données, mais en arrière-plan. Donc, au lieu de rafraîchir la page en entier, on pouvait aller chercher ces données en arrière-plan, rafraîchir quelques parties de la page web, et donc on avait, en fait, c'est ce que les gens appelaient le web 2.0 à l'époque, hein, cette idée d'avoir des technologies côté client et des navigateurs plus puissants aussi et meilleurs avec JavaScript. Donc, il y avait moins de barrages pour que JavaScript fasse plus et plus de choses dans le navigateur et prenne le dessus et commence à créer ces interfaces et les rendre plus dynamiques. Donc ça a marché pendant pas mal de temps. Et encore une fois, il y a plein de sites web qui fonctionnent comme ça encore aujourd'hui. Mais le problème, je dirais, avec cette architecture, c'est qu'on mélange tout plein de langages. On mélange HTML, JavaScript, CSS, probablement un PHP, ASP ou JSP. Il y a des parties de l'interface qui vont être générées côté serveur, d'autres qui vont être générées côté client. Et donc, à maintenir, c'est pas forcément évident. Beaucoup de technologies à jongler avec pour arriver au résultat qu'on veut. Débugger n'est pas toujours évident non plus. Savoir, oh tiens, ce bout de HTML, est-ce qu'on l'a généré côté serveur ou est-ce qu'on l'a mis à jour côté client? Et donc, ça posait pas mal de problématiques. Et c'est un peu ce qui a poussé le web à évoluer dans une autre direction, qui est la direction qu'on a connue depuis 2010, où typiquement, on a des frameworks et des librairies comme Angular ou React ou Vue ou d'autres qui ont décidé de dire, en fait, l'interface web, il n'y a aucune raison qu'on la génère côté serveur. On va plutôt tout faire côté client. Et donc, on a fait un virage à 180 degrés complet par rapport à ce qu'on faisait dans les années 90,
où tout était généré côté serveur. Et là, on a dit, maintenant, tout va être généré côté client. Et on a des frameworks complets en JavaScript qui créent une interface utilisateur côté client. Alors, il y a plein d'avantages à ça, effectivement, parce que d'un point de vue performance, c'est facile d'imaginer que si on a un site web qui doit gérer 10 millions d'utilisateurs à la fois, ce sera beaucoup plus efficace d'avoir 10 millions de navigateurs qui génèrent leur propre interface indépendamment qu'avoir tout ce travail fait par un seul serveur qui va devoir générer 10 millions de pages. Donc, ça permet vraiment de distribuer le travail sur tous les navigateurs qui sont clients et qui affichent ce site web. Donc, d'un point de vue performance, effectivement, on peut facilement imaginer que c'est une amélioration. Et puis, l'autre bénéfice très important de cette évolution, c'est que quand on y pense, avoir une séparation très nette entre ce qui est front-end, ce qui est interface utilisateur, et ce qui est côté serveur, ce qui est données, ce qui est base de données, et ainsi de suite, eh bien, ça permet de bien mieux organiser son code parce qu'on a une véritable frontière entre qu'est-ce qui est interface utilisateur et qu'est-ce qui est serveur. Alors qu'avant, c'était facile de un petit peu tout mélanger et d'avoir des requêtes SQL pratiquement dans le HTML ou dans le PHP qui allaient générer le code HTML. Et donc, c'était facile de créer des codes spaghetti, en fait, où tout allait être emmêlé et difficile à maintenir. Alors que là, on a une séparation obligatoire, je dirais, entre la partie front-end et la partie back-end parce que les technologies sont complètement différentes. Et ça permet aussi d'avoir des équipes spécialisées en front-end ou en back-end, des gens qui ne font que du JavaScript, des gens qui ne font peut-être que du Java ou du .NET côté serveur. Donc, ça a permis une meilleure spécialisation, une meilleure séparation des responsabilités et, d'une façon générale, une meilleure performance parce que le serveur avait moins de travail à faire dans la mesure où toutes ces interfaces utilisateurs sont générées côté client. Donc, c'est un peu les bénéfices et la raison pour laquelle le web a évolué en masse vers ce genre d'architecture dans les années 2010-2020 et même encore aujourd'hui. Je me suis arrêté à 2020 parce que je voulais travailler par décennie et potentiellement montrer ce qui se passe par la suite entre 2020 et 2030. Et donc, c'est notre prochaine étape. Donc, le web aujourd'hui, donc on a toujours ces frameworks et ces librairies comme Angular, React et Vue, mais toutes ont évolué pour proposer du rendu côté serveur. Si on regarde Angular fait server-side rendering, React a cette notion de composant serveur, et Vue a également du rendu côté serveur. Et donc, quelque part, c'est intéressant parce qu'on était passé d'un mode où tout était généré côté serveur, évoluer lentement vers un mode où tout est généré côté client, et maintenant, ces frameworks côté client commencent à retourner un petit peu côté serveur en proposant du rendu côté serveur. Alors, ça peut être surprenant. Et quelque part, on a cette impression de refaire la boucle et de retourner côté serveur à nouveau. Donc d'avoir complété et fait le tour à 360 degrés encore une fois. Alors, pourquoi est-ce que ces frameworks et ces librairies, elles se disent que c'est une bonne idée de faire du rendu côté serveur? En fait, il y a plusieurs raisons pour ça. L'une des raisons majeures, je dirais, c'est que le web moderne est principalement utilisé sur des téléphones ou des tablettes. Alors que ce n'était pas le cas dans les années 90, ce n'était pas le cas au début des années 2000. Ça commençait à évidemment monter en popularité dans les années 2010. Mais aujourd'hui, je crois que le trafic du web, le chiffre officiel de Google, c'est quelque chose comme 70% du trafic Internet, c'est fait sur des téléphones. Et donc, le problème sur un téléphone, c'est qu'on a beaucoup moins de place pour afficher le contenu d'une page web. Et donc, quand on a moins de place pour afficher le contenu d'une page web, ce qui se passe, c'est que on a CSS qui va faire notre layout et qui va mettre en place tous les éléments. Mais quand la page se charge petit à petit, ce qui est le cas quand on utilise ces technologies front-end, on va télécharger les données petit à petit et construire l'interface utilisateur pièce par pièce. Le problème, c'est que ça demande beaucoup de changements du layout, de la structure de la page, parce que les choses vont bouger.
disons qu'il y a une partie qui va être chargée et qui va s'afficher. Ensuite, il y a une autre partie qui va charger et qui va peut-être prendre la place de l'autre. Et donc, tous ces blocs ont tendance à bouger à droite et à gauche ou en haut ou en bas. Et le fait de réorganiser tout ça, eh ben, ça pose problème parce que les téléphones ont une batterie limitée, ont un espace écran limité. Et donc, le fait d'avoir ce shift de layout, donc le fait que ces boîtes bougent un petit peu partout et que la page se crée, mais les choses bougent dans tous les sens sur un téléphone ou sur un mobile en général, fait que ça a un impact sur la batterie, ça a un impact sur le processeur, ça a tendance à rendre les sites web plus lents et l'expérience utilisateur moins intéressante. Du coup, vu que le trafic mobile, c'est 70% d'Internet ou plus, et qu'il y a aussi le problème que dans certains pays, si vous êtes aux États-Unis ou en Europe ou dans les pays les plus riches, vous avez accès aux derniers téléphones qui sont très très bons, qui ont beaucoup de puissance, beaucoup de batterie et qui peuvent afficher ces sites web plus rapidement. Si vous êtes dans des pays en voie de développement, vous pouvez avoir des téléphones qui sont un petit peu plus vieux, qui sont un peu moins puissants, et donc ces sites web ne vont pas s'afficher aussi bien. Et je crois que pareil, Google avait fait une étude là-dessus, et en fait, 50 à 60% des téléphones utilisés dans le monde avaient en fait plus de 5 ou 6 ans, je crois. Et donc, ça posait des problèmes en termes de performance, en termes de rendu, et ainsi de suite. Et donc, quand on a conscience de ce paysage, je dirais, de la situation actuelle, on comprend le besoin à nouveau de faire du rendu côté serveur, ou au moins du pré-rendu côté serveur, parce que l'idée du pré-rendu côté serveur, c'est que notre framework front-end, il va télécharger une page qui est déjà pré-rendue, qui a au moins, disons, le layout, donc au moins l'architecture de la page de prête est de télécharger initialement. Ce qui veut dire que quand notre téléphone reçoit cette page, elle va l'afficher dans son navigateur, elle a déjà le bon format, elle a déjà la bonne taille, elle a déjà les bons éléments en place. Et donc, plus tard, quand on va télécharger d'autres données ou mettre à jour, il y aura moins de mouvements, de shift de layout, donc moins d'impact sur la batterie, moins d'impact sur le processeur et la performance. Et donc, c'est vraiment ce souci d'avoir une performance optimale sur des téléphones, sur des tablettes, sur tous ces outils qui ont une connexion moins stable potentiellement. Un téléphone, on peut l'utiliser dans un train, dans un métro, passer dans un tunnel, perdre la connexion. Et donc, si on a déjà tout le HTML de télécharger grâce au serveur, on contourne ces problèmes et on a une expérience utilisateur plus intéressante. Donc, le besoin est différent de ce qu'on avait dans les années 90, je dirais, mais l'idée est de revenir un petit peu côté serveur pour ces raisons-là, en fait. Et maintenant, toutes ces technologies sont un peu hybrides dans la mesure où on génère le site web côté serveur en premier lieu, mais ensuite, c'est vraiment la partie front-end qui va prendre le dessus et qui va continuer à rafraîchir la page et ajouter des données. Donc, au final, est-ce qu'on est dans une boucle infinie? Est-ce qu'on a un bug et on a une boucle infinie et on va tout le temps alterner entre côté client, côté serveur et des modes hybrides entre les deux? Ça ressemble vraiment à ça. Donc là, on est la partie 2020-2030, on a tendance à peut-être retourner vers ce qu'on faisait dans les années 90 ou début 2000. Ce qui est surprenant, mais comme on l'a vu, ça se justifie de façon différente. Et l'une des justifications aussi qui permet d'expliquer ça, c'est que quand le web débutait dans les années 90 ou même début 2000, JavaScript n'était pas un langage populaire du tout. C'était vraiment vu comme un langage de scripting qui était utilisé pour faire des petits hacks à droite et à gauche, mais qui n'était pas considéré comme un langage de programmation sérieux parce qu'il n'était pas consistant d'un navigateur à l'autre. Le comportement pouvait être différent. Vous pouviez faire quelque chose qui allait marcher sur Firefox, mais qui n'allait pas marcher sur Internet Explorer, par exemple.
Donc, c'était un vrai cauchemar de faire quelque chose qui marchait partout. Et tout ça, ça a beaucoup changé avec les navigateurs qui sont beaucoup plus... qui suivent les standards de façon beaucoup plus sérieuse maintenant. Microsoft qui a abandonné Internet Explorer pour maintenant utiliser typiquement Google Chrome. Hein, quand on utilise Microsoft Edge, c'est en fait un Google Chrome caché sous une couverture Microsoft. Donc tout ça fait que maintenant on a des navigateurs qui sont très très forts avec JavaScript, qui savent interpréter JavaScript rapidement, qui considèrent JavaScript comme un vrai langage de programmation sérieux et performant. Et on a aussi le fait qu'on a des technologies qui ont émergé à partir de ça, comme Node.js, où on peut faire tourner JavaScript côté serveur. Et donc, quand on parle de ces frameworks modernes qui veulent faire du rendu côté serveur et côté client, en fait, ils utilisent JavaScript partout. Donc, c'est le même langage, la même technologie utilisée côté client et côté serveur. Et c'est là que, en fait, même si on a l'impression de boucler, on a en fait beaucoup évolué dans cette nouvelle itération parce que le rendu côté serveur des années 2025 à 2030, potentiellement, il est beaucoup plus intelligent, il est plus hybride et il est tout basé sur le même langage de programmation. Donc, c'est beaucoup plus simple, je dirais, à adopter. L'architecture, c'est moins une usine à gaz où on a tout plein de langages différents qu'on essaie de faire cohabiter. Et donc, voilà, on a fait une boucle, mais on a gagné beaucoup en termes de fonctionnalité, en termes d'expérience développeur dans le processus. Et donc, je pense que la deuxième boucle sera plus intéressante s'il y a une deuxième boucle sur le sujet. Mais voilà, je pense que le mode hybride est là pour rester et évoluer. Alors maintenant, puisqu'on parle du futur, donc il y a des choses, on a une idée de ce que certaines choses, voilà, la direction qu'on prend. Et par exemple, on a des nouveaux frameworks comme Quick, par exemple, qui lui est vraiment hybride par défaut. C'est-à-dire que la seule façon d'utiliser ces frameworks, c'est de faire une architecture qui est automatiquement hybride et où c'est complètement transparent. Le fait d'être côté serveur, côté client, en fait, on ne le voit pas. C'est-à-dire que cette techno, elle va d'abord faire du pré-rendu côté serveur et ensuite, elle va télécharger le JavaScript petit à petit côté client pour ajouter des fonctionnalités à l'interface utilisateur. Mais ça se fait sans intervention du développeur. Ça se fait sans décision d'architecture. Toutes ces choses qu'on a aujourd'hui dans ces frameworks modernes, lazy loading, et des notions d'hydratation et ainsi de suite, c'est fait par défaut dans un framework comme Quick. Et donc, on n'a pas à se poser la question. Donc, est-ce que c'est le futur? Probablement. C'est probablement ce genre de technologie. Je sais qu'Angular va aussi dans cette direction et les autres essaient un peu de suivre ce chemin où finalement, on écrit toujours le même code et c'est plus le framework qui va prendre la décision. Est-ce qu'on rend ça côté client, côté serveur? Est-ce qu'on fait juste du pré-rendu côté serveur? Ou est-ce qu'on décide de tout afficher côté client seulement? Et donc, c'est vraiment là où on se trouve maintenant en 2025 et je pense où on va évoluer dans les années à venir. Évidemment, c'est dur de prédire le futur, donc on ne peut pas être sûr de toutes ces choses à 100%. Maintenant, il y a des choses sur lesquelles on peut miser à 100% et s'assurer que potentiellement, voilà, il y a très très peu de chances que ça évolue. Je pense que tout ce qui est HTTP, HTML, CSS et JavaScript, c'est vraiment les technologies qui sont les constantes depuis le début. Depuis le tout début du web, on a eu HTTP, HTML, CSS pour faire le styling et JavaScript qui est apparu peut-être un peu plus tard, mais qui a maintenant atteint un niveau de maturité suffisant, surtout avec des technologies comme TypeScript par-dessus. Et donc, tout le monde repose là-dessus de plus en plus. Donc, voilà, si quelqu'un débute dans le web aujourd'hui, je pense que c'est toujours sûr de miser sur ces technologies-là. Il y a très peu de chances qu'elles disparaissent demain ou après-demain ou dans un an ou dans 2 ans. Je pense qu'on est encore parti pour bien 5 à 10 ans avec ces technologies sans aucun problème. Encore une fois, c'est juste une prédiction. Mais vu que ça a depuis 1990, si ça a tenu 30 ans, il y a des chances que ce soit encore là pendant quelques temps. D'autant plus que voilà, toutes les technos dont on a parlé, elles gravitent toujours autour de ça et n'ont aucun plan de les remplacer.
Maintenant, on a eu des alternatives à un moment donné. Par exemple, il y a eu Flash entre 96 et 2020, donc pour avoir des interfaces web dynamiques qui n'utilisent pas HTML. Le remplaçant, entre guillemets, de Flash ou la succession, c'est WebAssembly. Et il y a d'autres options qui essaient de faire des choses similaires aussi. L'idée de WebAssembly, c'est de faire tourner, c'est un peu comme une machine virtuelle, si vous voulez. On peut faire tourner n'importe quel langage dans le navigateur. Donc, on peut créer une app en C++ ou en C# ou en Java potentiellement et faire tourner ça dans WebAssembly dans un navigateur. Donc, c'est plus utilisé pour des clients lourds, pour des applications qui tournent dans un navigateur, mais qui ne sont pas vraiment des applis web. Donc, il y a des gens qui font des jeux vidéo, typiquement avec WebAssembly, parce que quand on fait des jeux vidéo, on a besoin d'un moteur 3D, on a besoin de tout plein de choses qui ne sont pas forcément évidentes à avoir en HTML et JavaScript. Donc, il y a ces technos qui sont là, mais à mon avis, elles resteront toujours un peu au second plan parce que c'est l'exception plutôt que la règle. Et puis, après, il y a les problèmes de lenteur, d'accès aux ressources. Et surtout, on ne peut pas indexer le contenu d'une page si ce n'est pas du HTML aujourd'hui. Et donc, typiquement, une entreprise, quand elle crée une application ou un produit, elle veut que son produit soit découvrable via Google et via les moteurs de recherche. Et donc, le choix de la technologie, typiquement, fait qu'on veut du HTML pour pouvoir être indexé. Alors que si on utilise Flash ou WebAssembly, on n'a pas de possibilité d'être indexé facilement. Maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est l'intelligence artificielle. Donc, parlons un petit peu de l'intelligence artificielle. Est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer les développeurs? Est-ce que l'intelligence artificielle va prendre contrôle de l'Internet? Et donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas poser la question à une intelligence artificielle, puisque c'est le sujet qu'on va couvrir. Donc, j'ai posé la question à une intelligence artificielle et je lui ai dit, à quoi ressemble le futur du développement web? Et de façon assez surprenante, l'intelligence artificielle était plutôt optimiste avec le web. Bon, évidemment, le premier point qu'elle a sorti, c'est que l'intelligence artificielle et machine learning vont devenir de plus en plus importants. Mais l'importance que ces outils prennent est plus en termes d'aide aux développeurs. Donc, c'est plus dans les IDE, donc générer du code, compléter votre code automatiquement avec des outils comme Copilot ou même ChatGPT peut faire ça, ou Gemini, ou si vous utilisez WebStorm ou IntelliJ, pareil. Donc, tous ces IDE, ces outils utilisent l'intelligence artificielle pour faciliter la tâche des développeurs et auto-générer du code. On a aussi des plateformes low-code où on écrit de moins en moins de code et qui utilisent un peu l'intelligence artificielle derrière pour générer du code. Mais dans l'état actuel des choses, c'est juste une façon d'aller plus vite et de générer automatiquement le code qui est, je dirais, facile à générer. Et le code qui serait juste une tâche qui prend du temps à générer. Donc, je ne vois pas vraiment l'intelligence artificielle être au point où elle pourrait remplacer un développeur à plein temps. Parce qu'encore une fois, qu'est-ce qui fait qu'un développeur est important aujourd'hui? En fait, c'est la partie humaine qui joue énormément de rôle. C'est comprendre une spécification, comprendre le besoin d'une personne et le traduire en code. Et typiquement, même quand une spec n'est pas écrite avec un grand nombre de détails, nous, en tant qu'être humain, on sait combler les trous et on sait deviner et implémenter ce qui manque dans la spec écrite, alors qu'une intelligence artificielle, elle ne saura pas faire ça. Si on ne lui donne pas exactement le bon prompt, la bonne façon, la bonne requête, elle ne générera pas le code qu'on veut. Donc, je pense qu'on a encore pas mal de marge avant que l'intelligence artificielle soit capable de générer des sites web complets qui font exactement ce qu'on veut. Et donc, la conclusion de l'intelligence artificielle, quand je lui ai posé la question, c'était que le domaine du développement web est loin de mourir. Au contraire, c'est en plein essor, c'est en évolution constante et le monde est de plus en plus digitalisé, tout est de plus en plus sur le web, tout est de plus en plus connecté. Et donc, avoir des compétences en termes de web, ça restera toujours en haute demande. C'est un domaine qui est en évolution constante. Et donc, c'est très intéressant et important d'avoir des carrières dans ces domaines-là.
Et donc, voilà, c'est vraiment la conclusion avec laquelle je voulais rester, c'est que le web, il est de plus en plus partout. Il y aura besoin de plus en plus de personnes pour maintenir tout ça, pour le faire évoluer. Hein, aujourd'hui, une voiture est connectée à Internet, une ampoule, les thermostats, tout utilise le web pour être synchronisé et commandable à distance. Donc, on a aujourd'hui du HTML, du JavaScript dans des petits, dans des appareils qui n'auraient pas eu tout ça il y a ne serait-ce que 10 ou 20 ans. Donc, les choses évoluent de plus en plus dans cette direction. Et dans le futur, certainement encore plus. Quand on voit des sociétés comme Neuralink, aujourd'hui, on peut se demander, est-ce qu'un jour, on aura des cerveaux connectés et on pourra interagir en groupe juste par la pensée, par exemple, via le web? Voilà, ça fait partie des choses qui sont probables dans un futur proche. Donc, c'est la fin de mon talk. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Je ne sais pas si on a le temps pour quelques questions. Juste un rappel sur le week-end gratuit de la certification Angular, disponible maintenant avec ce lien. Et puis, si vous avez des questions à l'avenir, donc vous voulez me contacter, j'ai listé toutes les infos là, mon adresse email, ma chaîne YouTube, le blog, ma newsletter, tous les liens sont sur ce slide. Donc ouais, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Et si on a le temps pour quelques questions là aussi, pas de problème. Je suis là pour répondre. Cette présentation. Et j'espère que tout le monde ici a aimé. Oui. Donc du coup là c'est for questions. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? D'abord dans la salle et puis on va partir sur les questions qui sont venues en ligne. Donc est-ce que vous avez des questions en salle? Ok. Première question. Allez. Hello, merci Raid. Bon, c'est pas tellement une question, mais c'est beaucoup plus pour remercier déjà Alain Chotard pour son excellent talk. Donc voilà, je sais que il y avait deux sujets, soit parler du web, soit parler des signals. Mais au final, ce sujet était plus intéressant. Merci Alain. Je dois rappeler que Alain soutient l'initiative Coutano depuis la première édition. Nous n'avons pas pu encore ajouter sur le site de l'événement Coutano, voilà les coupons de réduction, mais c'est en cours. Dès, disons, la semaine prochaine, vous aurez sur notre site, en fait, la possibilité de bénéficier des réductions lorsque vous achetez une certification, soit Angular, soit Vue ou React. Et là, c'est la contribution d'Angular Training à la réussite de l'événement. Merci beaucoup, Alain. Merci à Angular Training pour tout ce soutien. Continuer et aller de l'avant. Merci. Pas de problème. Very touching. Tout le plaisir est pour moi. Okay. Do we have a question in the hall? Okay, technician, do we have a question online? Ok, merci beaucoup Alain, une fois de plus. On n'a pas de questions, ça veut dire que vous avez été très explicite dans votre explication. Moi, j'ai compris aussi de ma part certaines choses aussi, la direction. Donc, on fait une sec. Du coup, merci et on a hâte de vous voir la prochaine fois, notre session de conférence Coutano. Ça marche, pas de problème, merci de m'avoir invité. Alors, du coup, je crois qu'il y a une question qui est... Ok. Ok, merci Alain pour la présentation. Moi j'ai une question, c'est par rapport aux différents renderings qu'on a sur nos applications web aujourd'hui. De ce que je connais, l'un des principaux avantages d'utiliser du server-side rendering aujourd'hui, c'est le SEO qui apporte une limite à propos au client-side rendering. Bon, dans un contexte où j'ai une application d'entreprise qui est développée juste pour, je prends un exemple BNP, est-ce que c'est intéressant d'utiliser du server-side rendering dans un pareil système? Merci. Donc ouais, effectivement, c'est une très très bonne question parce que quand on fait une application d'entreprise qui est destinée à être utilisée en interne, les contenus ne sont pas indexés. Et typiquement, si c'est une application interne, on est en plus
sur un réseau local en général. Donc, les problématiques de perdre la connexion Internet ou d'avoir un réseau lent ou tout ça, ça disparaît un petit peu. Donc, effectivement, dans ces cas-là, il n'y a pas vraiment d'intérêt aujourd'hui à utiliser du server-side rendering. On peut toujours tout faire côté client. Ça, je ne vois pas de problème à ça du tout. Le seul avantage du server-side rendering pourrait être que l'application va marcher hors ligne. Donc, si c'est une application d'entreprise, mais que les gens utilisent sur leur téléphone et qui vont peut-être utiliser, disons que c'est une appli d'entreprise, mais qui va être utilisée par des chauffeurs dans leur voiture ou sur le terrain et qu'ils ont besoin d'y accéder même si l'Internet n'est pas stable, le fait d'avoir server-side rendering peut compenser ça, entre guillemets, parce que ce que font de plus en plus les technologies comme Angular ou Quick, c'est que si on clique sur un bouton et qu'on est hors ligne, l'action du clic sur le bouton, elle va être mémorisée pour pouvoir être rejouée dès qu'on est en ligne. Et donc, ça fait partie des bénéfices que ces nouveaux frameworks peuvent apporter. Mais effectivement, si on ne fait des applis que pour applis entreprises qui sont utilisées sur un PC, sur un réseau local, effectivement, il y a vraiment très, très peu d'intérêt à faire du server-side rendering, ne serait-ce peut-être pour un petit gain en performance sur le rendu initial de la page, mais on parle vraiment de millisecondes à ce niveau-là, donc ce n'est pas vraiment quelque chose qui sera perceptible. Mais oui, autrement, effectivement, comme vous l'avez dit, le bénéfice serait vraiment mineur dans ce cas-là. Donc, c'est plus pensé en termes de mobile, plus pensé en termes de connexion stable ou pas stable, ou de SEO que l'aspect server-side rendering serait intéressant, effectivement. Je crois que vous êtes muté dans la salle, donc j'entendais pas. Beaucoup pour la présentation. J'aimerais savoir ce que tu penses pour l'instant de Quick. Faire une petite comparaison entre Angular et Quick. Ouais. Donc la différence majeure entre Quick et Angular, c'est que Quick a été vraiment pensé pour automatiquement avoir ce que j'appelle le lazy loading sur toute l'application. Donc, quand on utilise Quick, la page qu'on voit à l'écran initialement, c'est du HTML qui a été rendu côté serveur et on n'a pratiquement aucun JavaScript côté client. Mais c'est quand on va bouger la souris sur un bouton, par exemple, dès qu'on bouge la souris sur un bouton, Quick va détecter qu'on a bougé sur ce bouton et va commencer à télécharger le JavaScript qui va être activé si on clique sur ce bouton. Donc, Quick a été vraiment pensé comme un mode où on télécharge le code au besoin, à la demande, automatiquement, et c'est le framework qui prend les décisions pour nous. Et tout est fait comme ça. Donc, on vraiment télécharge l'application pièce par pièce au fur et à mesure qu'on évolue dans l'appli, au fur et à mesure qu'on clique et tout ça. Et donc c'est une approche complètement différente. Si on regarde Angular et React, on a du lazy loading, mais c'est toujours quelque chose qu'on doit activer manuellement, je dirais, qui va être activé soit sur le routeur, donc quand on change d'URL, ou avec d'autres critères du style, tiens, on va cliquer ici, on veut télécharger du code et afficher un autre composant. Mais c'est toujours sous le contrôle du développeur, alors que Quick a franchi cette étape et fait de toute façon automatique. C'est vraiment la différence majeure. Quick a ce mode hybride par défaut pour tout et permet aux développeurs de ne pas avoir à prendre ces décisions. C'est vraiment ça l'idée principale et la différence majeure. Après, en termes de syntaxe, ça essaie de se rapprocher énormément de ce que fait React ou Vue ou Angular, donc il n'y a pas vraiment de différence. Et c'est assez facile à apprendre parce que les concepts mis en place sont vraiment les mêmes. Et pour ces éclaircissements et ces réponses. Et c'est toujours un plaisir de vous avoir, Alain. Et on se donne rendez-vous à la prochaine édition. Pas de problème, merci beaucoup. Thank you, ladies and gentlemen, for your attention. It's always a pleasure to have Alain, and he's a real professional and expert. Thank you very much, Alain. See you next time.
Et maintenant, on va prendre une pause de 10 minutes.